Nous sommes le jeudi 9 février 2017. Bienvenue au journal de 13h. Le programme d'appui au secteur de la microfinance au Bénin, PASMIF, fait son auto-évaluation. Toutes les parties prenantes sont en atelier depuis ce matin. À suivre également dans ce journal un reportage qui revient sur la qualité de l'Internet au Bénin avec cette grosse question: à quand le haut débit? Et nous allons boucler ce journal par la CAN 2017 avec une rétrospective du service des sports sur la participation du public, une participation parfois faible. Bonjour et bienvenue à tous. Quelle contribution pour la recherche scientifique dans l'opérationnalisation du programme d'action du gouvernement? La question fait l'objet d'un colloque initié par le Centre de partenariat et d'expertise pour le développement durable, CEPED. L'activité s'est déroulée à Cotonou sous l'égide du ministère du Plan et du Développement. Blaise Adanko, reportage. D'un côté, chercheur de l'université d'Abomey-Calavi, de l'autre, cadre du ministère du Développement. Cette rencontre passe en revue la contribution de la recherche scientifique pour la réussite du programme d'action du gouvernement. Il est nécessaire de réformer tout le système de recherche. Si nous ne voulons pas gaspiller des moyens et tenir des luttes inutiles, il faut coûte que coûte aussi penser à la réforme de ce système-là. Parce que si c'est bien conduit, nous serons le catalyseur des changements que vous espérez. Il est de bon temps que nous créions cette synergie entre ces deux parties prenantes pour que toutes les actions du gouvernement, pour que les décisions que le décideur doit prendre puissent avoir comment des fondements scientifiques. C'est la raison pour laquelle nous avons initié cette rencontre. Les échanges ont mis en exergue les modèles américains, européens et asiatiques qui ont révélé que la recherche scientifique reste le principal axe de développement de tout État. Le gouvernement prend acte de la substance des échanges. Nos éminents chercheurs se sont montrés très intéressés et se sont dit honorés par la démarche faite par le gouvernement à leur endroit. Le recteur Brice Sessin a même qualifié cette démarche de grande première et a laissé entendre que c'est la première fois que la recherche est intimement associée à l'opérationnalisation du programme d'action du gouvernement. Et je ne peux que me réjouir de cette collaboration naissante. Il nous revient côté gouvernement comme côté chercheur, de maintenir cette flamme pour que jamais elle ne faiblisse pour le plus grand bonheur des populations béninoises. Le programme d'action du gouvernement alloue plus de 110 milliards de son budget à l'éducation. Journée de réflexion sur l'accroissement des recettes propres et non fiscales dans la commune de Cotonou. Aux côtés des responsables communaux, il y avait des représentants de quelques ministères. L'objectif est de réfléchir sur les stratégies à adopter pour améliorer les revenus fiscaux à Cotonou. Reportage Gloria Oni. Comment améliorer les recettes fiscales dans la commune de Cotonou? C'est autour de cette équation que les élus municipaux et autres acteurs financiers se sont retrouvés ce mercredi. Il est question de trouver des mécanismes pour élever la courbe des recettes en chute malgré la diversité des taxes et autres redevances. La querelle des droits, taxes, redevances constitutives des recettes non fiscales, au total, une quarantaine, dont principalement les droits de place sur les marchés ou de parking sur les gares routières, les taxes sur les taxis et taxis-motos, les taxes d'occupation temporaire du domaine public. Malgré ce nombre impressionnant des composants des recettes non fiscales, leur rendement est resté faible. Un rendement que le maire de Cotonou voudrait voir renforcé afin de disposer des ressources financières plus conséquentes. Atelier bilan du programme d'appui au secteur de la microfinance au Bénin, PASMIF. Les acteurs impliqués dans ce programme se sont retrouvés au cœur de cette rencontre pour évaluer le travail parcouru durant 7 ans. La rencontre se tient depuis ce matin au Champ d'Oiseaux à Cotonou. Reportage. 7 ans après le démarrage de ces activités, le PASMIF Bénin, programme d'appui au secteur de la microfinance au Bénin, s'auto-évalue. Cette rencontre des acteurs du programme passe en revue le travail abattu.
Depuis 2010, les acteurs du secteur de la microfinance du Bénin, à travers le PASMIF, ont beaucoup travaillé autour des chantiers de l'assainissement et de la professionnalisation. À travers le PASMIF, donc, des progrès ont été réalisés. Il y a eu aussi des limites à notre action et nous sommes également confrontés à des difficultés. Malgré ces progrès réalisés, des problèmes subsistent et de nouveaux défis apparaissent. Les résultats atteints sont effectivement remarquables et c'est grâce au travail et au dévouement de tous ceux qui ont participé de près ou de loin à la mise en œuvre du projet, c'est-à-dire vous tous ici réunis. Nous prenons donc une pause aujourd'hui pour nous permettre d'apprécier le chemin parcouru et d'en tirer des leçons. Le principal bailleur de fonds du PASMIF est l'Agence canadienne de développement international. La rencontre de ce jour s'inscrit également dans la droite ligne de la réussite du programme d'action du gouvernement. En visant l'amélioration des conditions de vie des populations, pilier 3 du programme d'action du gouvernement, le gouvernement du Bénin fait de la question de l'emploi des jeunes et de l'autonomisation des femmes une priorité. Dès lors, la microfinance professionnelle menée dans un environnement très assaini en sera le moteur. Le PASMIF, programme d'appui au secteur de la microfinance au Bénin, est né en 2010 d'une entente entre le gouvernement du Bénin et du Canada. Il appuie l'assainissement et la professionnalisation du secteur de la microfinance au Bénin. 10 ans après le lancement de l'initiative présidentielle contre le paludisme au Bénin, l'USAID vient encore renforcer le système sanitaire béninois. C'est à travers la remise d'un appareil pour détecter les faux médicaments, notamment les antipaludéens contrefaits. Des précisions dans ce reportage de William Joki. Voici l'appareil qui servira désormais à détecter les faux antipaludéens. On l'appelle chaîne de chromatographie liquide de haute performance. Un don de l'USAID au Laboratoire national de contrôle de qualité de médicaments. Lorsqu'on l'a, on est quand même assuré qu'on peut produire de bons résultats. Et aujourd'hui, l'USAID, à travers le PMI, dans ce partenariat, aide le Bénin, aide le ministère de la Santé à produire de bons résultats pour ce qui concerne la qualité des médicaments au Bénin. C'est un appareil complet qui nous permet de faire le contrôle de qualité des produits pharmaceutiques. Les faux antipaludéens représentent 25% des faux médicaments. Ils sont donc les plus répandus qui entrent en Afrique et principalement au Bénin. L'USAID, à travers ce geste, veut assurer un meilleur traitement contre le paludisme au Bénin. Nous sommes prêts à travailler avec les autorités sanitaires et toutes les personnes engagées dans la lutte contre les faux médicaments pour accompagner le Bénin face à ces problèmes. C'est dans l'intérêt du gouvernement des États-Unis et plus précisément dans l'intérêt de l'USAID avec un accent particulier sur la lutte contre le paludisme. La bataille contre les faux antipaludéens est en train d'être gagnée, mais la guerre, elle continue pour éradiquer l'immense fléau des médicaments contrefaits. La lutte pour l'accès aux services de santé de qualité reçoit du souffle. C'est grâce au projet Paquet d'intervention à haut impact au niveau communautaire PICOM. C'est un projet de l'USAID qui en a lancé la deuxième phase ce mercredi à la mairie d'Abomey-Calavi. Ramatou Lawani, Jean-Claude James. Dans ce sketch, cet enfant reçoit les premiers soins du relais communautaire avant sa prise en charge dans un centre de santé. Le ton de la deuxième phase du PICOM, paquet d'intervention à haut impact communautaire, est ainsi lancé. Ce projet d'environ 6 millions de dollars a pour but d'atteindre à 2 millions de citoyennes béninoises supplémentaires l'accès aux services de santé. La particularité importante de ce projet PICOM, c'est que les ONG béninoises dirigent elles-mêmes l'exécution des activités du programme. Avec ce projet, le Bénin fait un pas significatif dans la réalisation certaine de l'objectif numéro 3 des ODD. 6 zones sanitaires regroupant 12 communes sont concernées par cette deuxième phase. Le représentant du maire de Calavi a réitéré l'engagement de la commune
pour une meilleure mise en œuvre. Mais la suite du projet préoccupe les préfets. L'appui de l'USAID arrivera à terme en décembre 2019. Avons-nous déjà pensé aux actions pour pérenniser les acquis? Avons-nous pensé au financement alternatif? Voilà autant de questions que je voudrais partager avec l'assistance dès le démarrage de ce projet pour que des mécanismes de pérennisation soient élaborés afin d'en assurer la poursuite après le retrait des partenaires techniques. Nul doute que l'accueil réservé aux patients reste l'un des premiers éléments des services de santé de qualité. Atelier sur les réformes institutionnelles dans le secteur de l'eau. Les travaux se déroulent à Dassazoumé. C'est une initiative de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, avec l'accompagnement de la République fédérale d'Allemagne. Gilles Dansou revient ici sur la cérémonie de lancement. Échanger sur la question de l'accès de nos populations à l'eau potable en vue de la concrétisation des réformes initiées par le gouvernement de le secteur, c'est l'intérêt de cette rencontre de Dassazoumé. Vous pouvez compter sur nous quant à la gouvernance et la bonne gouvernance. Vous pouvez compter sur nous quant à la concrétisation de chacun des projets du PAG pour lesquels nous allons nous syndiquer autour de chaque projet et sous-projet pour vous montrer que nous sommes le tremplin effectivement et les principaux acteurs concernés par l'éradication de la pauvreté. Les communes du Bénin ensemble pour l'accès des populations à un meilleur service à l'eau potable. Permettez qu'à l'issue de notre rencontre de ce jour, nous puissions adresser au gouvernement nos contributions pour une réussite sans embâche de ces réformes. Qu'il s'agisse du milieu urbain ou du milieu rural, nous avons des idées qui permettront, à notre avis, de consolider les options faites par le gouvernement et de renforcer le service public d'approvisionnement en eau potable dans notre pays. Le gouvernement du Bénin entend agir sur quelques points essentiels. Le premier d'entre eux, c'est la modernisation et le développement de l'exploitation responsable des ressources hydrauliques. Deuxièmement, donner accès à l'eau potable à l'ensemble de la population rurale et semi-urbaine, dont l'objectif est de desservir plus de 2,5 millions de personnes supplémentaires en eau potable dans le milieu rural d'ici 2021, avec notamment les 11 800 localités qui aujourd'hui sont sans point d'eau moderne, fonctionnel. Comme pour le premier projet, dans la description, celui-ci comporte la réalisation de presque 1 millier de forages à gros débit, la réalisation de près de 1300 nouvelles adductions, que ce soit en termes de réservoirs, en termes de bonnes fontaines ou en termes de branchements privés. L'eau, source de vie, n'est-ce pas? Direction la vallée de l'Ouémé, où les cadres sont désormais soucieux du développement de leur région. Mais comment s'y prennent-ils et quelle lecture font-ils des projets existants sur le terrain et surtout le programme d'action du gouvernement? Jérôme Rungbo et Alexis Segbemon sont allés les rencontrer. Voici le reportage. Après la 4e édition de la fête identitaire Ouémé 2013, les cadres de la vallée de l'Ouémé ont organisé le premier forum de développement de leur localité. Ils ont mis sur pied un comité de suivi composé d'une vingtaine de membres, tout pôle de développement compris. Objectif, concevoir la vision du développement, le rêve que ces cadres projettent pour 2030. En 2030, Ouémé est une région de production agricole et industrielle de référence, à économie prospère et inclusive, de bien-être social et culturel, bien gouvernée et où hommes, femmes et jeunes jouissent des mêmes droits et des mêmes opportunités au fin de son développement humain équilibré et partant du développement du Bénin. Cette vision est déclinée en 3 programmes. Le développement économique de la vallée de l'Ouémé, le développement socio-communautaire et l'amélioration de la gouvernance locale dans les 4 communes. De près de 45 milliards de francs CFA, ces programmes s'inscrivent dans les volets 2, 4, 5, 6 et 7 du programme d'action du gouvernement. Notre programme numéro 1, qui est le développement économique, s'insère dans le volet 4
du programme d'action du gouvernement qui porte sur l'amélioration des infrastructures de soutien à la croissance économique. Ensuite, si vous prenez le programme 2 qui porte sur le développement socio-communautaire, il s'inscrit parfaitement dans le volet 5 et 6 du programme d'action du gouvernement. Puis ensuite, le programme numéro 3 du plan stratégique du pays Wémé, qui porte sur l'amélioration de la gouvernance locale, s'insère parfaitement dans le volet 2 et le volet 7 du programme d'action du gouvernement. Ainsi, les cadres de la vallée de Lomé entendent porter leur plaidoyer devant le gouvernement pour une synergie d'action sur le terrain. La valorisation de la chaîne donc, de production de manière à développer tous les maillons est quelque chose de fondamental pour la croissance économique. Et ce que le plan stratégique va permettre de faire, va compléter ce que Payavo est en train de faire, et le reste des actions, des interventions que le gouvernement mettra en place permettrait donc d'aller à l'essentiel. Quelles sont alors les prévisions du programme d'action du gouvernement pour la vallée de l'Ouémé? Élément de réponse dans nos prochains reportages. Vous avez certainement déjà surfé au Bénin sur le net. Alors, vous avez dû remarquer que la qualité, elle n'est pas toujours bonne. Pourtant, des infrastructures existent et peuvent nous conduire à inverser la tendance. Aussi, le programme d'action du gouvernement entend-il rectifier le tir à travers des réformes structurantes initiées dans le secteur du numérique? Grosse question, à quand le haut débit au Bénin? Samuel Adimi, Calvador Arwanou et Osias Sonouvou pour une esquisse de réponse dans ce magazine. Et si Internet à haut débit était enfin une réalité au Bénin? Les Béninois en rêvent et le gouvernement du Nouveau Départ, lui, veut se donner les moyens de le concrétiser. Internet à haut débit, pour l'heure, l'état des lieux est peu reluisant. Internet au Bénin, à l'heure où on parle, ne se porte pas bien. Dans le sens où, effectivement, la couverture que nous devrions avoir, la distribution que nous devrions avoir ne s'étale pas sur toute l'étendue du territoire. Les niches, parce qu'il y a des niches qui sont intéressantes, comme Cotonou, le Grand Cotonou, on a l'Internet, en fait. On a quand même l'accès à Internet. Même si, parfois, on n'a pas le haut débit, on a quand même l'accès à Internet. Le Bénin, en termes d'accessibilité à l'international, possède 2 câbles sous-marins. Donc, on ne connaîtra plus de coupure en termes d'isolement du pays par rapport à l'international. Donc, cette infrastructure relie le Bénin à l'international. Donc, quand vous voulez avoir accès à Internet, évidemment, tout le trafic passe par ce câble sous-marin. Ensuite, nous avons une infrastructure nationale pour transporter ces capacités de la mer vers les villes, vers les populations, Cotonou, etc. Lorsqu'on regarde de façon globale aujourd'hui, on voit que l'ensemble du pays n'est pas couvert en infrastructure haut débit, fibre optique nationale. Ce tableau peu flatteur de la cartographie numérique du Bénin, les usagers d'Internet le ressentent au quotidien. Le taux de pénétration de haut débit au Bénin, c'est inférieur à 5%. Ce qui dit haut débit dit au moins débit minimum de 2 mégas, c'est inférieur à 5%. Donc il y a estimé entre 2000 et 5000 entreprises qui attendent le haut débit. Il y a les universités, l'éducation qui attendent le haut débit. Si nous voulons que le haut débit qui commence à 2 mégabits soit une réalité demain c'est 2017-2018, il va falloir travailler sur le modèle de coût. Dans son programme d'action pour le quinquennat 2016-2021, le gouvernement travaille à inverser la donne. En clair, il s'agit de renforcer les infrastructures existantes pour interconnecter les communes et les relier aux câbles sous-marins ACE et SAT3. Le programme PDI-UDT s'y attelle déjà. Ça, c'est vraiment la partie backbone. Ce backbone doit être renforcé dans le sens où, effectivement, si je suis à Karimama, logiquement, et que par hasard à Dassa, puisque ça va de Cotonou jusqu'au nord, en fait à Dassa il y a une coupure d'un câble fibre optique, il faudrait quand même que j'ai ce service internet même si je suis à Karimama, de la même manière que celui de Cotonou, celui qui habite Cotonou est aussi. Mais quand on a juste le backbone, c'est qu'on a juste un point d'entrée dans chaque commune. Okay. Il y a un autre projet, parce qu'en fait en mettant en œuvre la partie est, c'est qu'on relie effectivement les communes qui sont à l'est du Bénin, d'accord, quand tu as le Pobé, etc. Le fait de le faire permet effectivement de relier 67 communes, 77 communes, d'accord. Donc il faut aussi une partie ouest pour permettre réellement que toutes les communes du Bénin soient connectées.
L'autre volet de ce programme prend en compte la boucle ouest du pays afin d'installer des points d'entrée de la fibre optique dans les communes situées à l'ouest du pays. Passé cette étape, la distribution à travers un câblage fibre permettra un vaste déploiement dans chaque commune afin de connecter administration, entreprises, puis enfin les utilisateurs finaux. Quand on a fini la couverture effectivement physique, comme on dit, ça c'est juste le point d'accès. Il faut les services. Et ça, nous avons effectivement l'ABETIC, qui est notre, au niveau du, je dirais entre guillemets, le système d'information du gouvernement, qui devrait permettre le raccordement des administrations, de toutes les administrations dans toutes les communes. Je pense qu'effectivement, on commencera par les principales administrations, qui sont les ministères, d'accord, et les ministères, la partie déconcentrée, et on irait graduellement dans toutes les communes, jusqu'aux mairies, jusqu'aux hôpitaux, jusqu'aux écoles. À terme, c'est près de 2450 km de fibre optique qui sont déployés dans les 77 communes du pays. Le timing pour le faire est plutôt bien calibré. La partie déploiement au sein des communes devrait se faire entre 2017 et 2020. Donc théoriquement, je pense que l'impact sera déjà conséquent. Dès 2019, on sentira vraiment quelque chose, aussi bien au nord qu'au sud, en fait, dans toutes les régions. Pour Internet à haut débit au Bénin, le maillage du territoire est amorcé, la fibre optique se déploie et les Béninois ressentiront l'impact d'un monde hyper connecté à l'horizon 2019. En interactualité au Faso, le président ROC, Marc Christian Kaboré, ne fait plus l'unanimité dans son pays. Il est déjà sous le feu des critiques. C'est ce que nous révèle ce reportage de nos confrères de Africa News. Le président burkinabé ROC Marc Christian Kaboré sous le feu des critiques. L'opposition lui reproche d'avoir géré sa première année au pouvoir d'une manière chaotique et d'éprouver de réelles difficultés à incarner la fonction de chef de l'État. Zéphirin Diabré, le leader de l'UPC, l'Union pour le progrès et le changement et chef de file de l'opposition, a tenu une conférence de presse dans laquelle il dénonce le pilotage à vue et une gestion ballottée au gré des événements. L'opposition a d'ailleurs publié un mémorandum dans lequel elle pointe un tricéphalisme au sommet de l'État, composé du président Kaboré, du président du Parlement et patron du parti au pouvoir Salifou Diallo et du ministre de l'Intérieur Simon Compaoré. Trois personnalités qui se livrent à un affrontement à peine feutré s'insurgent le mémorandum. Si rien n'est fait pour changer les choses, le Burkina Faso risque de faire face à une autre insurrection populaire, identique à celle qui a ravagé le régime du président Blaise Compaoré en octobre 2014, ont-ils prévenu. Arrivé au pouvoir un an après la chute de l'ancien président Blaise Compaoré, ROC Marc Christian Kaboré et son équipe sont parvenus à mobiliser 28 milliards d'euros pour financer un plan de développement élaboré sur 4 ans jusqu'en 2020. En France, l'affaire Théo, du nom du jeune homme de 22 ans, gravement blessé le 2 février dernier, s'immisce dans la campagne électorale. Depuis cette arrestation, dans laquelle Théo a été blessé dans la zone rectale, les candidats à la présidentielle condamnent les violences policières et appellent surtout à des sanctions. C'est le cas de François Fillon. Reportage. Je veux, dans un contexte financier qui n'est pas facile, où il faudra plutôt baisser les dépenses publiques, je veux qu'on mette 12 milliards de plus sur la défense, la police, la gendarmerie, la justice, pour faire cet effort d'abord de modernisation. Et dans le cadre de cet effort, il est incontestable qu'il faudra des moyens humains supplémentaires. Un acte qui doit être prouvé, il faut que l'enquête est courte, mais un acte d'une violence pareille ne doit pas retomber sur la police, la gendarmerie, sur les forces de sécurité. Ça n'a rien à voir. Il y a partout des individus qui commettent des fautes et elles doivent être sanctionnées. Mais ça ne faut pas nous conduire, ça doit nous conduire au contraire à apporter tout notre soutien à la police et en même temps à être absolument intransigeant sur les comportements. Monsieur Fillon, quand vous voyez ces comités d'accueil... En sport, les Lions indomptables ont été reçus ce mercredi par le président Paul Biya. C'était au Palais de l'Unité à Yaoundé. Le chef de l'État les a félicités pour leur prouesse à la Coupe d'Afrique des Nations au Gabon. Ils ont également tous été récompensés.
Bilan de la Coupe d'Afrique des Nations Total Gabon 2017. Le public a aussi joué sa partition en encourageant les équipes. William Bassabi nous donne plus de détails. Si la Coupe d'Afrique des Nations est considérée comme la fête du football africain, c'est en partie grâce à l'affluence et à l'ambiance dans les stades. À l'heure du bilan, la question qui taraude les esprits est de savoir si le public a joué sa partition tout au long du tournoi au Gabon. Il faut savoir qu'au coup d'envoi, il y avait 535 000 places disponibles sur l'ensemble de la compétition. À l'arrivée, le nombre de spectateurs ayant suivi les matchs avant la finale est estimé à 350 000, soit un taux de remplissage de 66%. Un taux porté à 112% avec le plein de la finale Égypte-Cameroun. Boudé lors de la cérémonie d'ouverture, le stade de l'Amitié de Libreville, principale arène, a progressivement fait le plein au fil des matchs. Mention bien pour les stades de Franceville et de Port-Gentil qui ont été pris d'assaut par les communautés résidentes des pays participants. Quoi qu'il en soit, les chiffres publiés par le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2017 prouvent que malgré le contexte sociopolitique, le Gabon a apporté sa part de chaleur à cette grande messe du football africain qu'est la Coupe d'Afrique des Nations. Et voilà qui referme ce journal. Toute l'équipe de réalisation vous remercie d'avoir été là et se réjouit déjà de vous retrouver tout à l'heure à 16h30. D'ici à là, vous pouvez continuer de nous suivre sur le www.ortb.bj. Et si vous êtes à table, bon appétit.